Méphiston Red! Méphiston Red! Oh, tabarnak! Ah! Pas Warpstone Glow! J'ai pété une chenille de mon Audi. Non! Oui! Hey, c'est le meilleur intro de Mephiston Red Warpstone Glow qu'on a jamais fait. Yeah! Ton Warpstone Glow va t'avoir coûté une tourelle de Baneblade. Ouais! Audi. Ben, bienvenue au Balado Soirée Peinture, épisode 114, édition spéciale David nous éduque. David nous éduque à comment on répare un Baneblade quand on va faire une joke puis qu'on perd notre pot de peinture. On tient à remercier la vis, fier commanditaire du podcast. Fait que David, tu nous éduques sur quoi aujourd'hui, mis à part de ton Baneblade? Ben, la sortie de la 3e édition de Bolt Action arrive à grands pas, puis il y a eu plusieurs articles entre-temps qui sont sortis. Sûrement que le temps que cet épisode-ci sorte, il va en avoir quelques-uns d'autres, là, mais je me suis dit, on va continuer de discuter sur les nouveaux changements de cette édition. La dernière fois qu'on s'était parlé de ça, je pense. Ouais, c'est-tu de ça? Dernier David nous éduque, je pense que c'était ça. Ouais. Je pense que c'est comme un genre de follow-up. C'est-tu... Ben oui, c'est ça. Peloton et mitrailleuse. Je suis pas pire, hein? Là, ça, les gens pensent que j'écoute pas. Hein? Ben, après une petite pause, je suis parti en vacances, on en a parlé, mais là, je reviens, là. C'est bien correct, c'est bien correct, c'est bien correct. David nous éduque. Donc, il y a eu 3 ou 4 articles qui sont sortis entre-temps sur les changements. Les changements sont pas... Il y a une couple de changements, là. Encore une fois, je rappelle, moi, je n'ai joué que l'année dernière à la 2e édition. Mais j'ai joué quand même une dizaine de parties. C'est bien le fun. Mais je suis loin d'être un expert de Bolt Action. Fait que je regarde ça un peu comme un amateur... Puis avec un angle de, ben j'ai joué un peu l'année dernière, mais j'ai joué à d'autres jeux, j'ai vu d'autres éditions. Je trouve ça intéressant de comparer les changements entre les diverses éditions. Puis on a eu un super épisode avec Phil d'ailleurs où on parle à quoi ça sert une nouvelle édition, puis la différence entre une nouvelle édition et un nouveau jeu. Là, je pense qu'on reste... Ça peut aider, toi tu gardes ton point de vue d'observateur, un peu spectateur, avec un petit peu d'expérience, néophyte, qui s'excuse quasiment d'avoir une opinion, mais t'en connais des affaires. Pendant ce temps-là, il y a moi qui n'a jamais joué au jeu, qui n'a jamais vraiment voulu l'essayer non plus, et qui va quand même avoir une opinion, mais qui ne va pas s'excuser d'avoir une opinion qui n'est pas éducative. Tu peux continuer. On va parler d'abord de la phase de tir. Je vais faire un peu les articles dans l'ordre là, qui sont sortis, là, mais la phase de tir. Alors, avant, t'avais... Ce que je trouvais intéressant dans le jeu, c'est que tu avais juste un jet pour toucher, tu n'avais pas de jet pour blesser. Sauf que tu avais plusieurs modificateurs. Fait que il y avait une courbe d'apprentissage à c'est quoi les modificateurs. Puis là, plus la game avançait, plus tu étais fatigué, plus ça devenait des fois difficile de faire le suivi. Puis la dernière partie que j'ai organisée, qui était dans notre événement sur la Deuxième Guerre mondiale, où je faisais un scénario de Rogue Heroes, à la fin de la game, là, j'étais brûlé. J'avais de la misère à calculer. Puis c'était pas moi qui jouais, là. J'avais de la misère à calculer les modificateurs. Fait que c'est vrai qu'il y avait un petit challenge, là. Là, ils ont changé ça. Maintenant, dans la phase de tir, il y a choisir une cible. La cible peut réagir. Fait que je vous rappelle que dans Bolt Action, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas I go, you go. C'est tu piges dans un sac un dé. La couleur de dé va te dire... C'est l'unité de qui est... c'est qui peut activer l'unité. Puis là, c'est ça. Puis tu donnes un ordre à cette unité-là. Fait que mettons que je te tire dessus. Là, il va peut-être avoir des nouvelles réactions qui vont arriver, mais je n'en ai pas vu. Mais une des réactions, c'est si mon unité n'a pas agi, ben je me mets à terre. Down. Là, j'ai des bonus. Je pourrais rien faire d'autre ce tour-là. Fait que c'est un trade-off. Je fais un choix, mais je vais avoir des bonus à ma défense. Mais je pense qu'il y a la même affaire. Là, j'ai comme un vague souvenir, là, mais je pense que Go to Ground existe dans soit 40K, 10e édition, soit Horus Heresy.
Mais il me semble avoir entendu parler d'une réaction qui existe en ce moment, qui est Go to Ground, puis qui est très similaire à ça. Ça me dit de quoi aussi? Je sais pas si c'est en ce moment, mais ça a déjà existé à quelque part dans Warhammer. Non, mais je me rappelle que c'est récent là, que j'en avais entendu parler. Ouais. Soit c'était un stratagème récent, soit c'était une réaction. Là. Ben, ça doit. C'était pas dans Warcraft. Je suis assez safe. Donc, tu déclares ta cible, la cible réagit à guerre. Ça, c'est un truc que moi, j'aime moins personnellement, mais que je connais des joueurs qui adorent ça. Tu peux pas prémesurer. Fait que tu mesures après. Je sais. Il y a Louis qui adore ça. Il n'y a aucun lien entre les deux, mais Louis, il travaille en construction. Il y a... Mais c'est comme les gens qui jouaient à Warhammer Fantasy à l'époque au magasin puis qui me disaient « Non, quand on mesure pas avant de faire les choses, ça montre le talent du joueur, ça montre son expérience, ça montre ses compétences. » Puis je suis comme « Non, le board fait 24 par 24. T'es juste assez brillant pour savoir que t'as mis ton canon à moitié du board, fait que tu sais que t'as 12 pouces entre toi puis la ligne du milieu de la table. T'es juste... C'est pas une compétence. C'est juste compter. Puis tu joues contre quelqu'un qui l'a pas catché, ça. Et si tes heures de travail, ben, tu les passes à mesurer des choses. À un moment donné, tu développes l'œil pour un... Tu sais, je veux dire, plus tu joues avec des wargames, plus que tu sais à peu près c'est combien. S'il vous plaît, Louis, si moi je peux le faire avec mes moulures à la maison, je pense que toi, tu peux le faire avec bien plus que ça. Après ça, tu roules pour toucher. OK. Et là, ils ont rajouté un jet pour le dommage. Oh! Fait que maintenant, tu touches, après ça, tu fais un dommage. Après ça, tu as des... Ça, on en avait parlé dans le dernier épisode, ils ont rajouté des sauvegardes de couverture. Donc, si tu es dans un couvert lourd, léger, des sauvegardes de couverture, tu enlèves les dégâts, puis tu fais un moral. Fait qu'ils ont rajouté un roll de plus, ouais. Puis une sauvegarde de plus. Oui, c'est ça. Fait que dans les changements plus précisément, fait qu'ils ont rajouté la couverture. Pour toucher, ils ont enlevé plein de modificateurs. Puis là, il y a juste 4 modificateurs qui n'ont pas l'air de s'additionner. Tu sais, avant, plus tu avais de jetons de pin sur toi, plus c'était difficile. C'est juste moins 1. Si tu as bougé, moins 1. Ils ont simplifié le toucher pour les malus. C'est ça. Puis si ton unité est inexperience, là, pas d'expérience, tu as moins 1. Puis sinon, à point blank range, c'est plus 2. C'est tout. Fait que c'est plus rapide là-dessus. Ben oui. Fait que eux, ce qu'ils disent, moins de modificateurs, c'est plus simple, mais on fait pas. C'est les mêmes mots, ça, je trouve ça intéressant. Là. Tu regardes les compagnies, là, les mots reviennent. Là. Streamlined, simple, but profound, complex. Depth, without, c'est ça. Sans compromettre la profondeur. C'est les mêmes mots. C'est des standards d'industrie, apparemment. Ça me donne le goût de me pitcher en bas de ma chaise. Ouais. Les sauvegardes de couverture, t'as soft cover, couvert léger, couvert lourd, 5+, ou 4+, pour le couvert lourd. Puis quand tu te mets down, c'est soit un 5+, fait que si t'es dans... Il n'y a pas de décor, si t'es à terre, t'as un 5+, comme un couvert léger. Ouais, c'est ça. Tu dis couvert léger. C'est ça. Ou t'as +2. Fait que là, down dans un couvert lourd, donc tu jettes à terre dans le couvert lourd, là, on est à 2+. Fait que si t'étais dans une tranchée... C'est ça. Avec tes sacs de sable et tes affaires, ça serait un couvert lourd. Mettons. Après go to ground, ben là, automatiquement, tu te retrouves avec plus... C'est plus 3? Plus 2, 4, 5, 6, 4, 3, 2, pardon. 2. T'as raison. Fait que c'est quand même bon. Par contre, si t'as pas de couvert, ben t'es mort. tu meurs vite. Puis, ben, ce qui explique, c'est avec les armes modernes de nos jours dans des guerres comme la Deuxième Guerre mondiale, si t'es pas couvert, ça fait très mal. Fait que c'est logique. Ben oui, c'est ça. Puis je pense que c'est quand on parle d'immersion, tu sais, des fois, quand on jase d'immersion, c'est un petit peu de ça, tu sais, où est-ce que dans le 40 000, dans la série, dans Age of Sigmar, tu représentes des gars en grosse armure, tu représentes des gars qui se battent avec des épées magiques, mais l'armure est magique. Mais tu sais, il y a comme cet aspect-là de
mystique qui essaie de comme mitiger ça. Ouais. Mais là, quand on parle de j'ai un gun, c'est le débarquement de Normandie, tu sors de ton petit bateau sur la plage, puis je te tire. Ben, s'il n'y a pas de couvert, tu fais même pas go to ground, ben, moi j'ai un gun, toi t'as un chest. Ouais. On connaît le résultat. Fait que c'est logique, ça garde l'immersion. Si l'inverse, à l'arrêté, t'as un casque, t'as du linge vraiment mouillé. Roule un jet, peut-être que sur un 6, tu vas t'en... Là, c'est comme... Puis je pense que ce qui mitige ça un peu, c'est que le fait que ton unité, tu l'actives au hasard. Ça te donne cette chance-là de, mettons que tu fais un débarquement, t'as une ligne mitrailleuse, ton unité débarque, t'es dans chenoute déjà. Ouais. Mais tu sais, si tu l'actives avant, elle peut peut-être courir jusqu'au premier obstacle. Oui. Ou go to ground, puis là, t'espères le prochain tour d'activer avant la mitrailleuse. Puis là, ça représente tes gars qui ont. Ils viennent de changer la ceinture de balle. Paf! Ils courent. Ouais, puis ils ont fait preuve d'initiative, ils ont peut-être été plus proactifs, ils ont peut-être été très chanceux. Tu sais, tout ça, ça existe dans la vraie vie. Encore une fois, c'est de l'immersion. Cette activation random-là permet de pouvoir créer cette simulation immersive-là de. Mais oui, à ce moment-là, héroïquement, par une chance inouïe, la mitrailleuse était occupée ici. Ouais. Tout ce peloton-là était capable de pouvoir se déplacer ici puis de pouvoir intervenir. Alors que dans une game similaire, on n'aurait pas tiré les jetons de la même façon, on n'aurait pas eu le même résultat. Oui, tout à fait. C'est très cool. Là. Fait que je trouve ça intéressant parce que comme ils rajoutent un jet, ils justifient, ils disent on a fait on a essayé dans nos playtests, puis en ayant 2 jets, mais en enlevant des modificateurs, c'est aussi long. Puis on passe moins de temps à calculer des modificateurs. Fait que dans le fond, c'est mieux. Mais on rajoute des saves. Puis des jets de dommages. Fait que apparemment, ça revient au même. C'est juste que tu vas faire tes jets puis tu passes moins de temps à calculer comme une série de modificateurs. Oui, c'était la raison pour laquelle est-ce que 40 000 avait passé à l'époque de Weapon Skill. Tu sais, avant, tu faisais Weapon Skill ou Weapon Skill. Ouais. La raison que tu avais donnée à l'époque pour passer de la 7 à la 8 puis de mettre des to-hit fixes, des to-wound fixes et de ne pas faire de comparaison de stats. C'était que quand tu fais des comparaisons de stats, tu passes plus de temps à réfléchir à la différence de stats qu'il y a entre ce qu'il y a là et ce qu'il y a ici. Tu es plus souvent ici que tu es sur la table. Ouais. C'est vrai. Je dois avouer que maintenant, quand je joue à Age of Sigmar, si je sais que mes paladins touchent sur des 3, blessent sur des 3, je m'en fous de ce qu'il y a devant moi. J'ai pas besoin de réfléchir. Dans le sens de j'ai pas besoin de réfléchir à la différence de stats. Par contre, bémol, le rend ou le AP demande tout de même cette même réflexion-là. Parce que dans le fond, les unités qui sont faites tough, le fait que moi, mon to-hit, mon to-wound ne change pas, c'est fixe, ça fait en sorte que la seule affaire qui est modifiable, c'est l'armure et la save que toi, tu vas avoir. Donc, j'ai toujours pas le choix de faire une comparaison entre mon rend et ton armure ou mon AP et ton armure. Fait que je suis allé à la même place que j'étais essentiellement avant. Parce qu'il faut quand même garder un élément d'immersion ou de simulation de comment on s'en sort, qu'est-ce qui se passe, comment on se protège. J'ai rien contre. Mais pour dire que c'est ça. Il parle aussi de pourquoi ils ont mis la couverture après les dégâts. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui mettaient ça en question, qui auraient préféré faire le tir, la couverture puis les dégâts. Eux, ils ont testé puis ils disent... C'est comme ça dans 40 000 puis dans... Tu fais la sauvegarde avant de faire les dégâts. Tu prends la wound. Ah, ben oui, c'est ça. Ben oui. Non, mais en fait, tu touches, tu blesses, tu fais la sauvegarde. Dans 40 cas. Oui, puis après ça, tu prends les dégâts. C'est ça. Ben, c'est ça que je voulais dire. Ils font la même chose dans le fond. Oui, c'est ça. Tu touches, tu blesses, tu fais la sauvegarde. C'est ça. Mais eux, apparemment, il y a des gens qui l'ont noté, mais eux, ils disent mathématiquement, apparemment, ils ont vérifié, ça revient au même. Que tu déplaces la sauvegarde avant la blessure ou après avant le jet de blessure ou après le jet de blessure, mathématiquement, apparemment, ça revient au même. Je trouve ça intéressant qu'ils le mentionnent. Mais oui, puis surtout que tu vas le rouler anyway. Fait comme. Pour vrai, tu pourrais même faire mon jet de sauvegarde avant le jet de touche, si tu veux. Ouais. Mais on sait qu'on va le rouler anyway. C'est juste que dans l'ordre logique des choses, tu te dis,
Mais il faudrait que je te touche au moins avant. Tant qu'à savoir si j'ai touché, j'aimerais ça savoir si je me suis vraiment rendu à te blesser. Ouais. D'un côté immersion, j'imagine que les gens, ce qu'ils disaient, c'était comme, mais j'aimerais ça savoir si ça passe mon armure avant de me blesser. C'est ça que les gens demandaient? Ouais, genre, j'imagine. Mais- J'avoue que je l'ai pas vu, mais. Mais c'est ce que, moi, quand je travaillais au magasin, c'est ce que les gens disaient comme plainte de 40K. Puis de fantasy, là, même mettons là, qu'on parle de 40K. Les gens, souvent, ce qu'ils me disaient, c'était, mais c'est pas logique. Si je tire ma balle de bolter, est-ce que je te touche? Dès que je suis rendu sur ton corps, j'ai réussi mon to hit. Mm. Ensuite, pour le to wound, pour pouvoir te blesser, il faudrait que je me rende jusqu'à ta chair. Si j'ai réussi le jet, ma balle s'est rendue à ta chair. Ah, ben oui. Ouais. Donc, l'armure est déjà passée. Tu devrais faire l'armure avant le to wound. C'était ça la réflexion que les gens se faisaient. Puis c'est linéaire et ça a du sens. Mais je pense que l'idée, c'est de faire la ligne de choses que toi tu roules se fait toute d'un coup. Et la ligne de choses que moi je roule se fait toute d'un coup. Ouais. C'est juste ça que ça fait. Ce n'est pas pour représenter l'immersion de la chose. Parce que oui, effectivement, quand on pense à une flèche ou quand on pense à une bullet, ouais. ton t-shirt mouillé va être pénétré avant ta chair. J'utilise l'exemple du t-shirt mouillé, là, mais... Ben oui. Puis dernière chose pour le tir. Pardon. Avant le jet de base pour tout le monde, c'était 3+. Donc c'est quand même facile. Puis après ça, tu rajoutais des modificateurs. Maintenant, vu qu'il y a moins de modificateurs, on tombe à 4+. Fait que 50, de base, 50% des chances de toucher. Ben oui. Il y a eu un article sur les règles spéciales. Lui, je me suis pas trop étendu parce qu'il y avait des détails, mais pas tant, puis c'était assez précis. Mais dans le fond, il va y avoir 3 catégories de règles spéciales. Les règles spéciales d'unité, les règles spéciales d'armes, puis les règles spéciales qui affectent la table ou la partie en elle-même. Fait que là, ça va être plus des trucs comme blizzard, si tu joues sur le front de l'Est, soleil brûlant, j'imagine, ou nuage de poussière, si tu joues dans le désert, ce genre de trucs-là. OK. Division qui a du sens. Ouais. Ils disent qu'il y a des unités spéciales qui vont quand même avoir des règles spéciales sur leur fiche. Je pense qu'à moins de vouloir, comme ton but, ça va être de représenter des unités spécifiques dans l'histoire, c'est sûr que tu vas avoir un moment, il va falloir que tu fasses une petite règle spéciale parce que eux, dans l'histoire, ils étaient reconnus pour ça. Oui, ça a du sens, même si ça risque d'éparpiller un peu les règles. Parce que tu veux garder une balance entre l'immersion historique, que ça ressemble à quelque chose. Ben oui. Mais que ça se joue en même temps. C'est ça. Ben oui. Ouais, fait que c'est pas mal ça que j'ai la règle anti-tank, là, dans le fond. Un canon anti-tank qui va avoir +1 pour toucher quand il va tirer sur un tank. Ouais. Ben, fait que c'est très similaire à ce qu'il y avait à l'époque sur les anti-volants. Dans 40K, c'était anti-X, t'as +1 to hit. C'est ça. C'est correct. C'est des anciens de Game Workshop, hein. Fait que ça... Ben oui. La parenté est là. Est-ce que tu penses que ça contribue à la peur à une certaine peur de ça va devenir comme un jeu de Games Workshop? Le fait de voir des règles comme ça, que tu es capable de pouvoir dire oui, check, dans telle édition, il y avait une règle extrêmement similaire avec le même genre. Sûrement un peu. OK. Mais en même temps, si tu prends un pas de recul, les gens qui ont fait le jeu que t'aimes, c'était déjà des gens de Game Workshop avant. Ben oui. Et si tu prends un autre pas de recul, tu regardes la tendance, ben c'est tous des anciens de Game Workshop qui sont rendus là. Fait ils arrivent avec leur philosophie et leur façon de faire les jeux, qui est la vieille garde de Game Workshop, pas la nouvelle garde. Ouais. Puis ce que j'ai l'impression que ce qui leur fait peur, c'est surtout des changements plus récents vers le compétitif. Qui ne sont pas du tout de l'ancienne garde. C'est pas l'ancienne garde, ça. Quitté, là. C'est ça. Ils sont à la retraite, ils sont en train de faire d'autres jeux où ils ont quitté. Ouais. Ouais. On a un petit moment de perdu la connexion. C'est arrivé dans l'autre épisode aussi. Ouais. Petit, une seconde.
Fait que donc, je pense que les designers, c'est pas la même gang. Fait qu'il faut pas trop avoir peur de ça. Après, comme c'est souvent dit, en ce moment, Game Workshop, c'est le behemoth, le leader dans le domaine. Ah ben le leader de l'industrie, c'est eux. S'ils poussent dans une direction, ça se peut que malgré eux, les autres compagnies suivent. Ou que des compagnies qui décident de faire différemment. Mais les compagnies qui essayent d'être grosses, ils risquent de suivre. Fait que ça se peut qu'il y ait une tendance vers le compétitif aussi qui vient vers là. Mais tu vois, c'était un bon exemple que tu donnais tantôt, tu sais, quand tu disais, mais dans l'industrie en ce moment, il y a un trend, il y a des mots qui sont utilisés, il y a un vocabulaire et une approche. Au niveau des règles, si on prend les jeux des années 80, même dans les jeux de société, il y avait des trends aussi qui existaient au niveau des règles. Il y avait une façon de faire qui existait, qui était dans la culture populaire, de faire des jeux de rôle, même principe. Ben, Games Workshop étant, comme tu dis, le behemoth, le leader de l'industrie, effectivement, c'est pousse trop dans un sens, mais il y a peut-être aussi le fait qu'à un moment donné, c'est comme on observe ce qui se passe autour. Ça, c'est une façon simple. Ça adhère un peu à notre philosophie. On est un peu d'accord avec comment est-ce que ça fonctionne. On ne veut pas pousser jusqu'à où est-ce que les autres sont allés, mais on a une trajectoire relativement similaire dans l'angle où est-ce qu'on ferait les choses. On ne prend pas le même chemin, mais on part d'un bout assez similaire pour dire que ça se ressemble durant un petit bout de temps. Ouais. Mais après ça, si tu prends un livre de campagne de Bolt Action puis tu veux jouer le livre de campagne de Bolt Action, je suis pas mal sûr qu'il est plus complet qu'un livre de campagne de Games Workshop actuellement depuis quelques éditions. Ouais. Là, il suit une trame historique. Puis là, en tout cas, il y a un lien direct. Là. T'es en train de dire qu'il y a un livre de campagne qui existe avec un début, un milieu puis une fin? Et c'est révolutionnaire, ça? Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui devrait appeler Games Workshop. On a déjà parlé, tu peux inventer quelque chose de complètement nouveau. Mais ça veut dire qu'il faut que tu mettes le travail pour développer l'histoire, pour faire les scénarios qui vont avec. C'est sûr que quand tu es une compagnie historique, il y a un travail à faire. Là. Je pense pas que le travail est moins gros. Oui. Mais c'est plus facile de dire, le débarquement de Normandie, la plage Utah Beach où les Américains débarquent, ben je vais chercher mon information, mais il y a déjà une partie, la trame narrative est déjà écrite en partie pour moi. Il reste juste à traduire ça dans un scénario. Là. Mais, OK. Là, on sort un peu de ton sujet, mais mais si je te raconte l'histoire de Devastation of Baal, il y a un roman qui est sorti à propos de ça. Oui. Ça l'a existé, entre guillemets. Dans notre canon, dans notre univers de Warhammer 40 000, ça l'a existé. Si ce roman-là existe, puis qu'il me raconte ce qui se passe dedans, tout comme l'histoire humaine nous raconte que le débarquement de Normandie a existé, pourquoi tu me fais un livre de Crusade avec pas vraiment grand-chose dedans, qui est un début, un milieu puis une fin, mais tu es incapable de me faire un livre de campagne sur Devastation of Baal, que tu as un auteur que tu as payé pour pouvoir faire ce livre-là? Mais dans Bolt Action, on pourrait prendre le débarquement de Normandie, qu'on serait capable de faire une campagne avec. Ben oui. Pourquoi? C'est une excellente question. Puis ils l'ont déjà fait avant. Je veux dire, Sanctus Reach, c'était ça. C'est pas du jamais vu, là. C'est ce qui se fait en ce moment dans les campagnes à travers le monde. C'est des affaires qui se font dans plein de compagnies différentes dans le but de raconter des histoires du début, milieu, fin. Puis le but, c'est de jouer avec des figurines. Puis là, on dirait qu'il y a comme le leader de l'industrie a comme décidé, non, nous, on fait plus ça. Nous, on fait des carrés de sable. Puis on veut que les gens s'amusent avec leurs jouets dans le carré de sable. Fait qu'on va donner un frame un peu lousse avec des idées. Fait qu'on a des idées entre nous, on les a toutes mis sur papier, on les a mis dans un livre, on leur a donné un titre, mais on n'a pas fait la trame narrative qui est dans 8 de nos romans là-bas, par exemple. Le Resserisé aussi, c'est un excellent exemple. Oui. On a 2 livres de campagne en ce moment dans lesquels il y a 2 scénarios narratifs pour chacun d'entre eux, mais on n'a pas du tout utilisé ce qui était écrit dans un livre pour pouvoir le faire. On a décidé de raconter des histoires entre, puis de laisser tout libre cours à ce que tu veux faire. À la place de faire, on pourrait faire Isban 3. On a tout ce qu'on a de besoin déjà. Je ne comprends pas cet aspect-là. Mais tout ça pour dire que même quand le leader de l'industrie pousse dans un sens, tu vois que les autres compagnies comme Bolt Action, puis il y en aurait sûrement d'autres. Je nommerais Frostgrave comme étant un exemple. Mais d'autres
leaders de l'industrie qui sont peut-être un petit peu plus petits, évidemment, n'adhèrent tout de même pas à ce système-là du tout. Ils continuent à produire leurs trucs, ils continuent à... Saga, avec le dernier livre qui vient de sortir, là, ça fait pas super longtemps, là, qui est comme sur une ère en particulier, je ne sais pas exactement c'est quoi, on avait parlé avec Julie, où est-ce que tu as dedans comme des scénarios, tu as dedans des armées, tu as dedans des trucs. Tout ça pour dire que si un leader de l'industrie va quelque part, c'est pas toujours le cas que les gens suivent. Ouais. Parce que justement, ils se disent que c'est comme ça qu'on peut se démarquer. Ça en étant différent. Oui, mais ouais. J'imagine que la difficulté, on pourra en revenir dans un épisode, mais c'est que c'est tellement gros Game Workshop, puis ils ont tellement un pouvoir d'attraction que les autres, sont pas proches. Là. Ah, mais non! Mais, écoute, David, à l'époque où est-ce que la 7e édition de Warhammer 40 000 faisait en sorte que les joueurs de tournoi et les joueurs plus compétitifs quittaient la scène de Warhammer 40 000 pour aller jouer à War Machine, ce que j'entendais toujours, c'était « Oh my God, War Machine sont en train de détruire Games Workshop. Sont en train de leur voler tout leur argent, sont en train de leur voler tous leurs joueurs. C'est épouvantable, ils vont battre Games Workshop. Wow! » Puis là, tu regardais les états financiers puis tu faisais « Non! Comme, non! Peut-être un jour, si on continue comme ça, durant une couple de décennies, peut-être. » On n'était même pas proche. Tu sais, il y a des compagnies comme ça, c'est un peu comme la WWE à la lutte, là, tu sais. À quel point est-ce que tu veux te partir d'une fédération de lutte et d'être vraiment cool, tu as le droit, là. Mais jamais tu vas être proche du juggernaut qu'est l'entité qui est là. Mieux de te créer ta niche, puis de faire ton argent, puis d'avoir une identité claire, puis de t'inspirer de ce qui est fait de là. C'est peut-être un peu ce que Bolt Action fait à certains niveaux, comme tu dis. Les gens viennent de là. Fait qu'ils ont déjà une philosophie similaire. Fait que c'est facile de prendre le pouvoir d'attraction, de dire « Oh, ça oui, ça on va le prendre un petit peu. Ça c'est intéressant. » Puis ça va peut-être aider à recruter des gens aussi. Oui. À quelque part, il y a quelque chose de positif à dire. On a quelque chose d'assez similaire au jeu que t'aimes. Pas exactement ce que tu joues, c'est pas exactement ce que tu connais. On pense les choses différemment, mais il y a ça qui y ressemble. C'est du connu. C'est intéressant parce que la discussion dans le club de jeux de rôle, de jeux de figurines historiques revient. Ouais. Il y a des gens, il y en a qui ça fait plus longtemps qu'ils sont là-dedans, puis ils ont découvert ce qu'ils aimaient, ils suivent des compagnies précises. Puis des fois, ils ont de la misère. Ils comprennent pas pourquoi Bolt Action fonctionne, par exemple, ou les jeux de Warlord Games, des trucs critiquables ou qu'ils aiment moins chez Warlord Games. Ouais. Mais en même temps, Warlord Games, tu vas dans un magasin qu'il y en a. Ben oui. Ben oui. Puis ils font un produit qui est facile, qui est accessible, que tu peux trouver partout. Puis des jeux qui sont accessibles. Ouais. Fait que ça aide au recrutement. C'est facile d'en parler, c'est facile d'embarquer, c'est facile de jouer. Fait que, ben oui. Mais c'est comme ta 3e édition, là. Ouais. Si ta 3e édition est partout, je peux plus trouver de livre de la 2e édition. Il n'y a plus personne qui joue la 2e édition autour de moi, parce que ce qui est accessible, c'est la 3e édition. Ben, j'embarque dans la 3e édition. Je pourrais embarquer dans ton jeu un peu obscur là, que personne ne connaît, mais vu que personne autour de moi le connaît et qu'il n'est pas accessible, ben, le seul choix qui me reste, c'est rien. Un autre jeu ou Bolt Action 3e édition. Puis comme je connais le jeu, j'ouvre le livre, je reconnais To Hit, To Wound, Save. Je reconnais ça. Je connais ça. Ah, mais ça a l'air simple. Ouais. C'est comme prendre un sport que t'aimes. Je donne un exemple. T'aimes ça jouer au hockey sur glace. Puis je te dis, OK, là, toi puis moi, la fin de semaine prochaine, on joue au hockey, mais dans la rue. On joue au hockey cosum. On joue au hockey sur gazon. Est-ce que tu vas me dire, c'est OK, puis qu'est-ce que ça change exactement, mis à part le fait qu'on a changé le contexte dans lequel est-ce qu'on joue? Tu vas dire, ben, c'est pas mal pareil, là. Les lignes sont à respecter, le but il est là-bas, ça se fait qu'un bâton. Au lieu de la rondelle, c'est rendu une balle orange, ainsi de suite. Il y a des petits changements, mais le core, je le connais, c'est rassurant, c'est attirant, puis je sais déjà comment jouer, entre guillemets. J'ai l'impression de savoir ce que je fais. Fait que c'est attirant, ça. Si je commence de zéro, ben, il faut vraiment que j'aie envie de commencer de zéro.
Si j'ai pas cette envie-là puis que ça me rassure de voir quelque chose que je connais, ben j'embarque encore plus. Puis si en plus il est accessible, si en plus, vu qu'il est accessible, il y a des gens qui le jouent autour de moi, c'est quoi les raisons pour lesquelles je le ferais pas? Un autre truc très important aussi, le Lords of War, ils en ont parlé dans une de leurs vidéos. Le magasin, c'est une vitrine aussi. Oui. Fait que si ton jeu il se vend dans un magasin, le monde dans le magasin essaye normalement, essaye activement de le vendre. Fait que ça te fait du monde qui sont sur le terrain et qui encourage la communauté à exister. Tandis qu'un jeu qui est vendu juste en ligne, là, ça repose sur. Puis ça peut très bien marcher, je veux dire. Non, ça repose sur ta recherche et sur les gens qui en parlent en ligne. Ou t'es chanceux, comme dans le club historique, on a des gens qui, eux, ça fait longtemps puis qui ont fait leur recherche. Puis eux, ça devient les champions de ce jeu-là. Mm-hmm. Mais sans ces champions-là, il faut que je le trouve, puis il faut que moi je devienne le champion si je veux jouer avec d'autres gens. Oui. Il n'y a jamais eu autant de Warcry qui est en demande à l'Abyss que depuis qu'on fait nos événements de Warcry. Ça se voit dans leurs commandes, ça se voit sur la tablette, ça se voit dans les plaintes que les gens ont de dire je cherche du Warcry et j'en trouve pas. Ouais. J'aimerais ça qu'ils en commandent plus. Ça serait la même chose avec Bolt Action. Si la 3e édition sort et que les tablettes sont vides, les gens vont dire moi, j'ai appris à jouer à Bolt Action avec le club de jeux de figurines historiques. J'aime Bolt Action. Il y a une 3e édition de sortie. Comment est-ce que je fais pour pouvoir adhérer à la nouvelle édition? J'ai envie de jouer avec cette gang-là. Fait qu'on en revient aux règles. Ouais, c'est ça, j'étais peut-être fait perdre pour fait, je m'excuse. Mais non, mais c'est bon. C'est intéressant comme conversation. Et on parlait des véhicules. Tu vois, j'ai pas beaucoup joué avec les véhicules avant, juste un petit peu, mais maintenant, il y a 2 tables de dégâts. Fait que ça ressemble aux vieilles éditions de 40 000. Là. Fait que Open Destroy? Ben, ouais, c'est ça. Fait que ils ont une valeur d'armure. Ouais. Pour être touché. Ouais. Blessé. Ça serait pour voir si tu peux blesser l'armure. Blessé, c'est ça. Fait que t'as les petits véhicules, genre les Jeeps, tout ça, qui sont 6+. Fait que ça, avec des mitrailleuses, tu pourrais les avoir avec ça. Et dès qu'ils ont du bladage, c'est 7+ et plus haut. Si tu arrives égal, donc tu fais égal au facteur de dommage, donc tu fais un dégât superficiel. Là, c'est un jet de 1d6 qui va de des classiques Crew Stunned. L'équipage est sonné en feu. La date est immobilisée. Le moteur est brisé. La tourette est jammée, fait qu'elle bouge plus. Ce genre de truc-là. Si tu vas plus haut, mettons ton blindage de 8 avec mon jet pour blesser, puis ma pénétration, je tombe à 9 et plus. Là, c'est une chance sur 2 knocked out, le véhicule est détruit. OK. Puis sinon, tu as 1, c'est équipage sonné, 2 immobilisé, 3 en feu. C'est encore plus facile de les détruire. Là, donc, ce qu'il dit, c'est que quand tu vas par-dessus, tu as 50% des chances de détruire un véhicule. Puis ça, c'est un peu dans la philosophie de maintenant que tu as. Avant, tu avais souvent un tank avec toute ton armée. Là, tu as un peloton de tanks là, que tu rajoutes à côté. Fait que tu peux avoir jusqu'à 2 à 3 tanks. Ouais. Fait que là, ils rendent ça un peu plus facile. Tu es capable de faire bouger ça. Il faut que ce soit plus dynamique. C'est ça. Ouais. Puis en même temps, j'imagine que les armes qui te donneraient la possibilité de pouvoir knock over un tank, c'est une arme qui est assez forte en impact pour pouvoir le permettre. Ça ne sera pas la mitrailleuse. C'est ça. Tu peux pas. Avec une mitrailleuse, tu peux pas. C'est ça. Fait que l'immersion est respectée là aussi, comme pour l'affaire de t-shirt mouillé de tantôt. Là. Ouais. On garde l'immersion parce que c'est pas avec la mitrailleuse que tu vas knock over un tank. C'est avec ton rocket launcher. Ça va être avec XYZ. Ouais. Truc très intéressant qu'il y avait dans... C'est un peu difficile à se faire quand tu es habitué à 40 000, mais les transports dans Bolt Action, la règle avant, c'était, mettons, une Jeep transport, là. Si à la fin du tour, l'unité qui était la plus proche de ta Jeep, c'est une unité ennemie, ils considéraient qu'elle se sauvait. Parce qu'un transport, c'est pas là pour se battre. C'est là pour amener des troupes, puis s'en aller. Ouais. Là, ils ont un petit peu changé ça. Fait que les transports qui n'ont pas de blindage, ça reste pareil. OK. Et puis, je pense que, je sais pas si dans la 2e édition c'était comme ça, mais en tout cas, ça peut pas être un transport ennemi à côté de ton transport, parce que là, c'est 2 transports, ça change rien. Il faut que ce soit vraiment une unité ennemie. Là.
Mais s'il y a du blindage, là, tu peux faire un test de morale. Là, c'est intéressant parce que tu avais le classique half-track, le semi-chenillé, en tout cas. Tu sais que tu as une mitrailleuse dessus, puis là, le monde était comme, ouais, mais ça, c'est un transport un peu blindé. Il y a une mitrailleuse, d'habitude, ça peut se supporter dans les combats, pourquoi il se sauve. Là, lui, il va pouvoir faire un jet de morale pour décider s'il reste ou s'il se sauve. C'est cool. Ils ont ajusté ça un peu. Puis finalement, bon, ben, le classique, ils ont ajusté les points. Les véhicules, les gens se plaignaient que les points étaient trop chers et qu'ils ont réduit les points. Fait que ça, on voit que c'est une tendance dans beaucoup de jeux où tout se calcule en points. Ta figurine une valeur en points. Combien de fois par année est-ce qu'ils modifient les points? J'ai pas remarqué qu'ils le faisaient régulièrement. Peut-être dans les livres de campagne, mais il me semble qu'il n'y avait pas tant de facteurs de changement de points. Là. Fait que, mettons, deuxième édition, c'était en quelle année? C'était avant la pandémie. Je me demande si c'était pas en 2017-2016. Fait qu'on est à presque 7 ans. Ouais. C'est les seules fois que tu changes tes points. Là. C'est quand tu changes une édition, puis ton édition, elle est presque à une décennie de différence à chaque fois. Là. C'est correct. Tu changes les points. Est-ce que tu les changes parce que tu veux mettre ça balancé ou pas? M'en torches-tu, tu penses? Tu as changé les points une fois aux 7 ans. À la limite, les gens qui disent non, mais les tanks coûtent vraiment trop cher, tu as peut-être raison. On va évaluer ça. On a changé les points. Pas. On change les points, on change les points, on change les points. On va changer l'édition. Fait qu'on change les points, on change les points. À un moment donné, déjà, on change les points pourquoi? Là, c'est ça aux 7 ans, c'est complètement légitime, ça, je pense. Ça a du sens. Toi qui aimes ton jeu, toi qui dis il y a quelque chose qui me frustre depuis la dernière édition, j'aimerais ça, ce changement-là. Fait 7 ans, tu le souhaites. T'as quasiment l'impression qu'il t'écoute. C'est pas une mauvaise chose. Et après, je pense qu'il faut quand même. Je pense que c'est Rick Priestley, puis je me souviens plus qui. Il a fait un livre, en tout cas, qu'on a parlé dans nos premiers épisodes de Tabletop Wargame Designer. Là. Il parle de la valeur relative des points. Puis un de leurs exemples, c'était Bolt Action. Le canon anti-tank soviétique, c'est un des meilleurs. Fait que les stats pour aller avec. Si tu joues un tank contre ce gun-là, puis qu'il n'y a pas de décor sur la table, il vaut amplement ses points. Mais si tu joues la même affaire, mais qu'il y a plein de ruines partout, puis ton canon, il n'y a presque pas d'angle de tir, ben il vaut absolument pas ses points. Fait que la valeur est relative. Là, ben oui. Clairement. Parce que tout compte. C'est ça. Ouais. C'est en tout cas, les points, c'est utile quand tu veux faire des parties que les deux adversaires ne se connaissent pas, c'est des pick-up, tout ça, mais après ça, il faut être mais en même temps, je pense qu'ils sont conscients que dans Bolt Action, il y a une partie de la crowd qui désire ça, le pick-up game. Oui. Ah oui, clairement. Ils desservent en augmentant les points, en baissant les points, en ajustant, en faisant une nouvelle édition, tu desserres ce monde-là. Oui. Pour les gens qui jouent les campagnes, qui sont déjà très à l'aise avec le fait de modifier des trucs, qui sont déjà très à l'aise avec ça, t'as pas trop besoin de les desservir non plus. Puis comme tu le fais une fois aux 7 ans, t'es pas en train d'écœurer personne avec ça non plus. Là. C'est vrai. Morale. Il y a eu un article sur le moral. Il n'y a pas énormément de changements. Les jets sont à peu près similaires, mais quand tu manges du pin, voyons, c'était quoi le mot français? Du pilonnage? Oui! Ah, t'es pilonné, en tout cas. Ça s'accumulait, puis là, t'avais un ordre qui était ce rallye. Là, quand tu faisais cet ordre-là, tu réussissais ton jet d'ordre, tu lançais un D6, puis t'enlevais un D6 pion. Là, on dit une unité qui passe un tour à se rallier complètement. Ah ouais! Donc là, c'est intéressant. Ben ouais. Parce que, en général, ça se faisait bien. Là, dans la deuxième édition, j'ai pas eu de moment où j'étais comme Mais c'est vrai que si t'étais pas chanceux ou ton unité mal placée, puis elle prenait toujours du pilonnage à chaque tour, puis t'essayais de rallier, puis ça ralliait pas, maintenant le rallye servait plus à rien. Ben oui. Ça peut être intéressant.
Avant, tu avais une différence dans les officiers. Le premier lieutenant était meilleur que le second lieutenant. Là, c'est la même chose. Ils ont le même bonus de morale, le même nombre d'ordres extra. Et dans le fond, le deuxième lieutenant a pris un boost, c'est l'équivalent du premier lieutenant maintenant. Puis, capitaine et major aussi, ils ont mis ensemble. Là. Ils ont boosté ça pour qu'il soit plus utile, mais qu'il n'y ait pas vraiment de distinction. Fait que là, je ne sais pas si ça va se remarquer, si ça va être le même profil maintenant, ou s'il va y avoir deux profils, puis le changement, la différence va être ailleurs. Mais là, à peu près la même chose sur le moral. Puis les véhicules pinés, eux, ils vont reculer automatiquement à moins d'avoir un ennemi dans leur arc avant. OK. Fait que là, s'ils sont pinés, puis il n'y a pas d'ennemis, là, ils sont obligés de reculer. Puis là, si à un moment donné, ils peuvent pas reculer, là, ils sont démolis. OK. Fait qu'à voir ce que ça va donner, j'ai hâte de tester ça. Ben ouais. Ben, est-ce que vous avez déjà un événement avec le groupe pour pouvoir tester avec la sortie? Est-ce que vous avez déjà quelque chose de planifié? Pour l'instant, on n'a rien, mais j'attends des informations sur quelque chose. Fait que je veux pas me mettre avant confirmer des informations. On peut comprendre qu'il y a quelque chose en travail pour voir si on peut vraiment en profiter. Potentiellement. Mais je veux pas m'avancer plus que ça. On verra. Hey, mesdames et messieurs, si vous étiez excités à la perspective, j'ai essayé. Ouais. Puis, dernière règle, les snipers. On en avait parlé un peu la dernière fois, si je me souviens bien. Ouais. Fait que là, ils nous ont donné leurs règles. Fait que les snipers, contrairement, tu sais, ont enlevé ils ont enlevé la règle Small Team, fait qu'ils sont pas plus difficiles à toucher qu'avant. Mais contrairement aux armes d'équipe, l'arme d'équipe, si tu tues le gars qui avait l'arme, tu peux plus tirer, elle est morte. OK. Pas les snipers. Fait que le sniper, il y a toujours un helper avec lui, c'est toujours une équipe de deux. Ouais. Si tu tues le sniper avec le gun, l'autre peut prendre le gun. Puis il va avoir au moins un pour tirer. Ah oui, ça, je pense que tu en avais parlé la dernière fois. Fait que c'est pas si pire. Ils ont un petit bonus comparé aux mitrailleuses là-dessus. Quand tu tires avec eux, tu as le choix de tirer avec la carabine normale ou d'utiliser la visée, la lunette de visée. Puis là, dans ce cas-là, quand tu utilises la lunette de visée, la portée, c'est de 12 à 36. Fait qu'en bas de 12, il rate automatiquement. OK. Parce que c'est trop proche. Ouais. Sinon, tu peux aller jusqu'à 36, fait que là, c'est plus loin. OK. Tu as plus 1 pour toucher. Il n'y a pas de cover save. OK. Tu as plus 1 pour blesser contre l'infanterie et l'artillerie. C'est bon. Et si tu touches et que tu fais du dommage, tu touches automatiquement le squad leader. Ça va être le leader de squad, le NCO, le leader de l'équipe d'armes. Fait que le leader de l'équipe d'armes, souvent, c'est celui qui a la mitrailleuse. Fait que tu peux tuer le gars de la mitrailleuse. Ah ouais. Mais par exemple, dans une unité de 10 de base, tu peux pas dire je rappelle dans Bolt Action, tu as le leader de l'unité, puis tu as la mitrailleuse. Ouais. Avant, tu pouvais choisir la mitrailleuse. Là, tu tires automatiquement le leader. Là, tu dis, c'est moins bon qu'avant. Mais eux, ce qu'ils t'expliquent, c'est plus historique. Parce que généralement, la doctrine des snipers, c'est de tirer le gars qui gueule les ordres en premier. Ce qui est logique. C'est peut-être moins game effective. Ouais. Mais logiquement, c'est t'enlèves le bonus d'ordre, t'enlèves le gars qui donne des ordres. Est-ce qu'il aurait pu, à la limite, faire lancer un jet de morale pour pouvoir faire en sorte que, selon la situation, ton sniper serait capable de pouvoir évaluer à savoir ce que tu as besoin, c'est de traiter le gars qui gueule ou de traiter le gars qui a la mitrailleuse? Il aurait pu. Mais une des critiques qui semble y avoir eu dans l'édition précédente, moi, j'en avais pas joué. J'ai joué contre un une fois. Mais c'est que c'était trop fort. Et quand le gardant historique de je tue ton leader, il y a quand même un effet. Là, tes jets de morale vont être plus tough après. Ben, un, c'est historique, puis deux, c'est pas genre ce qui me fait mal, c'est ta mitrailleuse. Dans ton unité, je vais tuer ta mitrailleuse. Mais comme une mitrailleuse moyenne, là, tu vas tirer le leader, là, ça marche. Là, mais... Ouais, c'est ça. Il voulait que ça ait un effet, qu'un sniper représente un sniper, mais sans que ça soit un auto-take trop fort pour ce que c'est là où est-ce que gameplay puis immersion se rencontrent, puis que tu fais comme... Des fois, il faut faire des choix qui sont peut-être un petit peu moins immersifs. Mm-hmm. Tu n'as pas les mêmes choix que toi t'avais, mais ça reste bénéfique parce que les autres personnes qui ne pensent pas comme toi, eux, ils font tous ces choix-là.
Il faut que je pense à eux aussi. C'est ça. Ouais. Ouais. Et ça c'est. En tout cas, j'ai l'impression que pour un jeu historique, la même question va se poser, je pense, pour Warhammer 40 000. C'est peut-être moins évident, mais pour un jeu historique, t'essayes de trouver un point d'équilibre, ou en tout cas, tu vas faire des choix pour placer ton point d'équilibre entre le réalisme et la jouabilité de ton jeu. Ouais. Puis t'as des jeux qui vont aller vraiment vers le réalisme, qui vont le pousser, puis c'est correct, il y a des gens, c'est ça qu'ils recherchent, c'est ça qu'ils veulent. Mais souvent, ça va être au détriment de la jouabilité. Notre ami Benoît qui m'avait donné l'exemple, je pense que c'est Advanced Squad Leader. Je pense que je le ramène toujours son exemple parce que ça m'avait frappé. C'est le type de champ à travers lequel tu tires, mettons que c'est du blé ou du maïs ou autre, n'a pas les mêmes impacts sur ton jet de tir. Mais, tu sais, ça c'est un exemple, mais ce jeu-là, il y avait un cartable de jeu. Fait que ça peut être intéressant si toi, ton but, c'est de faire ça. Mais là, tu as le côté jouabilité, puis peut-être recrutement qui va être plus difficile aussi. Mais inversement, l'autre, entre guillemets, extrême, c'est que t'as des jeux qui deviennent. Ils laissent de côté le réalisme, puis ça devient du gameplay pur. Ah, ben oui. Puis là, tu vas avoir juste des mécaniques. Fait que là, c'est juste. Tu vas comprendre la mécanique, tu vas jouer de mécanique, mais tu n'auras plus la saveur, tu n'auras plus l'immersion. Ah, ben, dans le fond, c'est de jouer aux échecs. C'est ça. Ouais. Ton cavalier, il avance en L, mais la vraie cavalerie, ça avance pas comme ça. Ça va. c'est plus manœuvrable. Une tour. Tu dis ça quand t'es là à ton fort, je sens pas bon. C'est ça. C'est là que t'as vu ça que les cavaliers, ça bouge pas en L. En fait, il n'y avait pas de cavaliers beaucoup dans la guerre de 7 ans, si ce n'est. Puis une tour, ça avance pas, ça bouge pas. Mais là, c'est que ça devient une abstraction complète. Puis les échecs, c'est le fun. Il y a une grosse communauté, c'est super intéressant. Ça fait des bonnes séries télévisées. Mais c'est pas pour tout le monde non plus. Tu perds dans l'immersion. Puis j'ai l'impression, puis je trouvais ça intéressant, John, dans un de ses articles où il a testé V for Victory, qui est le nouveau jeu de Deuxième Guerre mondiale de Studio Tomahawk. Il a aimé son expérience, tout, mais il dit pour lui, on est allé plus dans la mécanique parce que les stratégies historiques utilisées pendant la Deuxième Guerre mondiale, tu peux pas vraiment les jouer. Ou ne sont pas récompensées avec le système de règles. Je trouvais ça intéressant. Dans le fond, ce qu'il voulait dire, c'était on n'a pas trouvé de mécanique qui nous permet de pouvoir récompenser l'immersion de ces techniques-là à l'époque. Ou les auteurs ont fait un choix. Oui. Puis je me souviens, Alex Buchel, qui est un des fondateurs de Studio Tomahawk, dans une entrevue que j'avais écoutée, il disait, là c'était sur l'âge des Vikings, il dit, une vraie bataille de cette époque-là, c'est 2 murs de bouclier qui se rentrent dedans, c'est plate. Fait que là, il avait créé des mécaniques autour pour rendre ça le fun. Là, il fait un choix de gameplay parce que jouer 2 murs de bouclier qui se rentrent dedans, ça peut être statique, ça peut être plate longtemps. Non, mais il n'y a personne qui a du fun à faire ça. Là. À la limite, tu l'as fait une fois, puis tu réalises que tu n'aimes pas ça. Ou tu trouves une façon de le faire, mais si c'est juste jeter des dés, puis là, t'es rendu comme. Nos figurines bougent plus, puis là, c'est comme le premier qui va avoir le meilleur jet. Ben oui, c'est ça. non. Mais je trouve que c'est un beau problème, ou c'est un problème intéressant que les designers de jeux ont d'essayer de faire quelque chose que tu as une immersion, qui a une forme de réalisme, que tu te reconnais dedans, sans que ce soit injouable, ou que ça me demande tout mon petit change pour y jouer, ou inversement, quelque chose que, ça peut être n'importe quoi, parce que de toute façon, c'est une série de mécaniques qui n'a aucun lien avec ce que c'est supposé représenter. Ça. Ouais. C'est vrai. Fait qu'on va voir si Bolt Action relève le défi avec sa 3e édition. Honnêtement, ça a l'air positif. Ils n'ont pas l'air d'avoir changé tellement de choses qu'ils ont perdu le core de ce que le jeu était. Ils ont l'air d'avoir peaufiné des trucs, ajusté des trucs, ajouté des trucs, enlevé des trucs, mais on n'est pas dans la restructuration complète du jeu. Là. Ouais. Fait que je pense pas que quelqu'un qui aimait la 2e édition a besoin de s'inquiéter de la nouvelle édition. En tout cas, de ce que moi j'entends en ce moment, on n'est pas dans une restructuration complète de l'identité du jeu. Ben oui. On n'est pas là. Fait que si tu as aimé l'édition d'avant, selon moi, tu vas aimer celle-là aussi.
C'est tout? C'est tout. Mais c'était quand même un pas pire de contenu encore. Fait que on va voir s'il va y avoir un volume 3 à l'édition 3 de David nous éduque, Bolt Action. Ah! Ah! Fait que, on espère que vous avez aimé l'épisode. Tout comme nous, on a aimé ça, pouvoir vous en parler un petit peu. David, c'est cool de voir qu'il y a de plus en plus de contenu qui sort et que tu peux comme t'en servir pour pouvoir en parler parce que on en parle quand même entre nous autres. Puis je pense que Bolt Action, c'est un jeu qui est très populaire aussi, qu'on voit un peu partout. Même l'Abyss en a stocké plus qu'il y en avait avant quand on commençait à y aller il y a quelques années. Fait que je pense que la communauté est mieux desservie grâce à ça. Fait que ça, c'est toujours positif. Donc, n'hésitez pas à aller sur Spotify, Balado Québec. Vous pouvez aller nous coter. Encore une fois, comme je disais dans le dernier épisode, Spotify, je sais que ça peut aller jusqu'à 5 étoiles. Fait que c'est ce que je suggère. Mais Balado Québec, je ne suis pas trop certain exactement comment est-ce qu'on fait pour pouvoir voter. Mais si vous pouvez nous coter, allez-y. On a les médias sociaux, donc Soirée Peinture, le Balado, qui est la page officielle où est-ce qu'on met les épisodes, les événements. Soirée Peinture, la communauté, qui est le groupe où est-ce que les gens partagent leurs projets, où est-ce qu'on apprend à connaître un peu tout le monde, parce qu'on aime ça vous jaser. On a Soirée.peinture, qui est la page Instagram, et on a Soirée Peinture sur YouTube, là où vous nous regardez en ce moment, peut-être, ou pas. Puis là, vous allez dire, il faudrait que j'aille les voir sur YouTube un jour. C'est pas mal ça. Les épisodes sortent à peu près à chaque semaine, donc je n'ouvre pas. Puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, des idées, des questions. On aime toujours ça, pouvoir vous lire, puis vous répondre, puis peut-être même s'en inspirer pour d'autres épisodes. Fait qu'il nous reste juste une chose à dire. David? Le spectre de Warhammer 40 000 entre les wargames. Bouh! Bonne soirée peinture!